Bienvenue dans la psy du business. Moi, c'est Marie Marchand, psychologue, docteur en psychologie et coach pour entrepreneurs. Dans ce podcast, on explore la face cachée de l'entrepreneuriat, ce que ta psychologie fait à ton business et ce que ton business révèle de toi. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. Bonjour Larissa et merci de te prêter au jeu de l'interview pour cette rubrique Entreprendre à nu du podcast La Psy du Business. Alors Larissa, tu es arrivée en France à 14 ans sans parler un mot de français. Tu viens de la campagne brésilienne. Tu as grandi dans la pauvreté, tu as galéré également pendant des années et aujourd'hui, tu formes des centaines d'entrepreneurs au marketing digital. Mais ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est pas forcément cette trajectoire vue de l'extérieur. Ce qui va m'intéresser, c'est ce qui s'est passé à l'intérieur. Ce que ça demande psychologiquement d'entreprendre quand personne dans ton histoire ne t'a jamais dit que c'était vraiment pour toi, quand toi tu as dû construire ta légitimité. Et donc ce que je te propose, avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est de te présenter rapidement. Pour me présenter, du coup, je m'appelle Larissa. Effectivement, je suis brésilienne, donc je suis arrivée en France il y a maintenant 16 ans, donc ça fait quand même un petit peu longtemps. Et j'accompagne du coup les entrepreneuses à vendre via la création de contenu sur Instagram, notamment via les stories. Et ça, du coup, depuis 5 ans maintenant. Merci. Donc tu as 14 ans, tu arrives en France, tu ne parles pas français. Est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment tu as vécu ça à l'époque? Mal, très mal. C'était très dur au départ parce que je connaissais rien. C'était une nouvelle culture, une nouvelle météo, une nouvelle manière de manger. Enfin, tout était nouveau, la langue était nouvelle. Et ça a été difficile parce que je suis arrivée dans un petit village. Ils n'avaient pas trop l'habitude de voir non plus d'étrangers, je pense. Donc, on était à l'école, tout le monde nous regardait. Les enfants, à cet âge, ils rigolent beaucoup. Donc, tu sais pas s'ils sont en train de faire ça gentiment ou si c'est de la moquerie. En fait, moi, je comprenais pas. Donc, de toute manière, ce qu'ils disaient, donc, j'ai vraiment vécu, en tout cas, les premiers mois, la première année, comme, je suis la bête de foire et tout le monde se fout de ma gueule, quoi. Donc, ça a Mmh. été assez difficile quand même. Et notamment dans cette période-là, c'est l'adolescence et à ce moment-là, le cerveau est en pleine reconfiguration, en fait, Mm. et pour un cerveau adolescent, qui cherche justement à se construire, ça peut laisser une empreinte profonde sur la façon dont on perçoit sa propre place dans le monde. Et ça va être intéressant de voir comment toi tu as pu avancer, construire ton identité, voilà, avec cette problématique liée notamment à la langue. J'allais dire, c'est même, je trouve qu'on dit souvent, hein, qu'il y a des choses que tu vas vivre en étant enfant ou ado et que tu vas voir plus tard. Et du coup, c'est exactement ça. Par exemple, ce genre de questionnement, je me suis beaucoup posé la question, là, après adulte, en fait. Je me dis, ah ouais, c'est quoi ma place du monde? Mais en fait, qui je suis vraiment, parce que j'étais entre ta culture, moi, c'est ma culture brésilienne, la culture française, mais finalement, quand je suis au Brésil, les gens ne me disent pas que je suis brésilienne. Mais quand je suis en France, on me dit pas non plus que je suis française. Donc au final, j'en suis où? Et c'est beaucoup revenu ces dernières années, ça. Alors, tu as parlé d'un professeur qui t'a dit que tu ne pouvais pas faire des études de journalisme, justement à cause de tes problèmes de langage, Mm. du fait que tu parlais peut-être mal la langue française. Qu'est-ce que cette phrase a fait en toi? Et elle m'a beaucoup poursuivie quand même. Ça m'a fait beaucoup de peine quand il l'a dit la première fois. Et j'y ai pensé pendant super longtemps. En fait, je me sentais pas capable du coup de rien faire du tout parce que ça a créé vraiment dans ma tête le côté, mais en fait, t'es nul. T'es nul, tu parles mal. Les gens, dès que de toute façon j'ouvre la bouche, tu viens d'où? Ah, je vois que tu as un accent. Donc j'ai toujours pris ça comme je suis pas assez forte tellement que je passe même pas inaperçue. C'est à chaque fois, on sait que je suis pas de là, je suis étrangère. Et du coup, pendant des années, ça m'a bloqué. Je faisais pas de. Enfin, ça m'a bloqué, pas forcément pour avancer, parce que du coup, j'avais tellement la haine que je voulais. Ça m'a servi aussi un peu de gaz de dire je vais te montrer que je suis capable. Mais d'un autre côté, j'avais toujours cette petite voix qui me disait mais tu l'es pas ou t'es pas assez bien. C'est pas que je suis pas capable parce que je vais le faire, mais tu vas pas le faire assez bien.
Et ça, c'est resté longtemps. J'évitais de faire des oraux, j'évitais de parler. Je dis souvent ça, mais j'envoyais même pas de vocaux à mes amis que je connais très bien parce que je bloquais sur ma voix, sur mon accent. Même dans la manière d'écrire, à chaque fois, je réfléchissais beaucoup de comment je vais dire les choses. Et ça a été assez long d'ailleurs à ce que je m'enlève de tout ça, quoi. C'est intéressant ce que tu dis parce que c'est à la fois pour toi, j'ai entendu, un blocage, mais en même temps un levier pour justement Mm. dépasser ça et avancer ça. Donc on va le travailler un petit peu tout à l'heure, mais je trouve ça intéressant cette double casquette. Là, je pense qu'il y a une histoire d'activation d'un schéma en fait. C'est une expérience, cette histoire de ton professeur notamment qui te dit: «Bah, tu peux pas aller plus loin parce que tu as des problèmes, avec la langue». Il y en a peut-être eu d'autres, hein, expériences de cette sorte-là, qui va venir confirmer une Mm. croyance qui était déjà en train de se former. Par exemple, bah, je suis pas à la hauteur, je n'ai pas ma place ici, et la phrase va venir, bah, cristalliser quelque chose qui cherchait un petit peu une forme en qui je suis, surtout dans cette période identitaire, de questions identitaires à l'adolescence. Et une fois qu'elle est cristallisée, ce schéma va devenir un filtre. Il va trier les informations. Donc toutes les informations qui vont confirmer que je ne suis pas à la bonne place, forcément parce que je ne parle pas bien, j'ai mon accent, tu parles de l'accent par exemple, ça va venir appuyer un petit peu cette question identitaire et toutes les choses qui vont, non pas confirmer, mais qui vont te prouver que tu es à la hauteur, vont venir, minimiser un petit peu tout ça. Tu as parlé publiquement d'avoir toujours galéré dans ta vie. Est-ce que tu peux nommer, ce que ça veut dire, toi, concrètement, galérer? Alors, bah, moi, du coup, je suis née dans une famille qui était, on va dire, en perte totale de ses biens. Donc, quand je suis venue au monde, je ne me rendais pas compte à l'époque, mais on n'avait pas d'argent, quoi. Ça a toujours été, on n'a pas d'argent. Donc, mes parents, en plus, se sont séparés. J'étais jeune, j'avais 7 ans, je crois. Donc, déjà, mes premières 7 années de ma vie, ça a été beaucoup de déplacements. Je déménageais souvent. Mon père était souvent pas là parce qu'il voyageait beaucoup, enfin, pour le boulot. Et du coup, on était vraiment souvent seuls. Ma mère, elle n'arrivait pas à tout gérer toute seule. Et on a eu des maisons où il y avait de l'eau qui rentrait à l'intérieur, donc on a tout perdu plusieurs fois Mmh. à cause de ça. Après, on a dû habiter chez mes grands-parents. Enfin, ça a été vraiment mouvementé. Et ensuite, du coup, mes parents se sont séparés et on est allé habiter dans une autre ville. Et du coup, dans cette ville, j'ai habité chez mes grands-parents. Dans cet endroit, c'était génial de vivre. Enfin, j'avais mes cousins, on habitait un peu ensemble. Mais en fait, ça a toujours été, on était nombreux, mais sans trop d'argent. Donc, il fallait tout compter, on divisait tout. J'ai jamais eu, par exemple, de chambre pour moi, mes propres jouets. Ça a toujours été, tout était peu, mais on était beaucoup. Et en fait, tout était difficile. Ma mère, du coup, comme elle gagnait pas beaucoup, donc elle avait quand même l'envie que nous, on ait des bonnes études. Donc, on était dans une école payante, mais elle galérait à payer. À chaque fois, c'était, bah, vous n'avez pas payé tel mois, vous n'avez pas payé tel mois. À un moment, on a même, plus tard, on a déménagé quand même. C'était trop galère que la lumière a été coupée. On avait limite de quoi pas manger. Limite, on n'avait pas d'eau parce que même l'eau au Brésil, c'est pas l'eau du robinet. Il faut acheter l'eau. Ou soit tu vas dans un puits. Donc, des fois, mes grands-parents, ils avaient un puits, mais aller chez eux, c'était trop loin. Des fois, on n'avait même pas de quoi mettre de l'essence pour aller chercher de l'eau. Donc, c'était vraiment la galère la plus totale. C'était difficile. Et du coup, bah, j'ai grandi avec ça. Genre, j'ai pas d'argent, je suis pauvre, on n'a rien. Est-ce que ces galères que tu as pu vivre quand tu étais jeune ont, selon toi, eu un impact ou des répercussions sur ta manière d'entreprendre ou de voir ton activité? Je pense, oui. Surtout au départ, j'avais beaucoup de blocages avec l'argent, je pense. Comme j'en avais jamais eu, au moment où tu commences à en avoir, ben, en fait, tu te auto-sabotes directement parce que tu te dis, bon, ben voilà, avec est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je connais pas le fait d'être stable dans ma vie? Donc, je pense qu'il y a eu beaucoup ça. Après, ça s'est amélioré, mais je pense que c'est par période jusqu'à aujourd'hui, je dirais que ça me pose problème quand même. Selon ce que je suis en train de vivre, ça revient de manière différente. Donc actuellement, par exemple, le côté stabilité, c'est vraiment un truc que je travaille. D'ailleurs, je fais une thérapie justement sur ça, où j'ai jamais tellement pas connu la stabilité.
que dès que je commence à être stable, bah, je fais quelque chose qui m'emmène vers le mauvais chemin, quoi, pour ne pas l'être. Parce qu'effectivement, quand l'environnement est pendant longtemps instable ou menaçant, donc toi, tu as connu les galères financières avec ta famille, le système nerveux apprend à rester tout le temps en alerte. Le problème, c'est que ce système, il ne sait pas s'éteindre. Il a du mal Mm. à s'éteindre. Et donc, il va continuer à chercher la menace même quand il n'y a pas de menace. Et ça peut produire des comportements qu'on retrouve très facilement dans l'entrepreneuriat. Ça va être des personnes, par exemple, qui vont avoir des difficultés à ralentir, des personnes qui vont avoir des difficultés peut-être à déléguer, ou le besoin de tout contrôler. Tu vois, c'est une manière aussi de se sécuriser, puisqu'on n'a pas eu la sécurité avant, on le retrouve dans le contrôle. Il y a plein de choses qu'on peut retrouver derrière et c'est intéressant que tu puisses mettre le doigt dessus. J'ai beaucoup ça, justement. Je pense mettre les mots, c'est super bien. Ça rassure un peu de se dire, ah, ok, d'accord, je le comprends, ça vient de là et tout. Je trouve que c'est encore difficile à l'enlever, à le travailler. Donc là, c'est la Mm, troisième étape, quoi. bien sûr. Ouais, il y a la phase de compréhension, puis après il y a la phase d'intégration, puis la phase, d'évolution, en fait, de Mm. maturation qui te permettent effectivement d'avancer avec autre chose, de reconstruire autre chose. Comment l'idée d'entreprendre est arrivée dans ta vie? Mais en fait, quand j'ai commencé, j'ai fait des études quand même en marketing. Donc, pour montrer à mon prof que j'étais capable, moi, j'ai fait licence, j'ai fait un master, et voilà. Et à la fin de mon master, bah, je cherchais un CDI, mais je trouvais pas. Et justement, cette idée de je suis pas assez bien parce que, bah voilà, je viens pas de là, personne ne voudra me prendre, c'est toujours une galère pour trouver quelque chose. À chaque fois, les questions, c'est toujours les mêmes. C'est, mais est-ce que tu parles vraiment bien? Mais est-ce que tu fais des fautes? Mais tu es sûr que tes documents, tout est OK? En fait, toujours, c'est, OK, bon, déjà, je pars avec des points en moins, quoi. Donc, c'était toujours à devoir le montrer, le prouver. C'était trop fatigant. Et donc, je cherchais un CDI, donc je recevais pas de messages. Et dès que j'en recevais, c'était ce genre de choses. Je me suis dit, bah mince, alors, ça va être chaud, quoi. Et du coup, j'ai commencé à voir pour... J'avais une tante qui, elle, était photographe. Et en fait, elle me demandait souvent de l'aide sur ses réseaux sociaux. Et un jour, elle m'a dit, mais pourquoi tu te lances pas? Moi, je dis, mais je suis pas capable, jamais je pourrais faire ça. Mais je vais quand même créer un compte Insta pour améliorer mon CV. Comme ça, ils pourront voir ce que je publie, ce que je dis, etc. Ça va améliorer mon CV. Donc, j'ai créé ça pour ça. Et finalement, au bout d'un mois, j'ai eu ma première cliente. Et là, j'ai dit, ah, mais d'accord, bon, bah, je vais continuer alors. Et voilà. Et du coup, j'ai jamais eu de CDI. Je fais le lien avec ce que tu disais au début. Tu dis, ben, j'y suis allée pour montrer aussi à mon professeur que voilà, je fais des études de marketing, etc., pour montrer que je suis capable. Il y a deux types de motivation. Il y a la motivation d'approche, donc on veut quelque chose, on va aller vers cette chose-là. Et puis il y a la motivation d'évitement. On va fuir quelque chose, on va chercher une sortie. Et la motivation d'évitement, souvent on la sous-estime parce que c'est presque un petit peu honteux à admettre. Mais elle est aussi très puissante, cette motivation-là, et elle produit souvent des entrepreneurs qui sont très déterminés, tu vois, parce que justement, reculer, c'est pas une option. Si je recule aujourd'hui, je montre, je prouve que j'en suis pas capable, tu vois. Je remontre cette identité-là. Le problème, quand l'urgence de fuir diminue, bah, la Mhm. motivation peut s'effondrer elle aussi, tu vois. Je pense Mm. qu'effectivement, j'ai grave là-dessus. J'ai grave le deuxième cas. Et j'ai déjà été confrontée justement à ce côté, bah ouais, maintenant que c'est pas urgent, je suis point motivée, quoi. Donc, faut trouver de quoi se motiver. Est-ce qu'il y a une voix intérieure qui t'a dit: «Bah, c'est pas du tout pour toi», quand tu as commencé? Et comment tu as fait avec Ah cette oui. voix-là? Tu en as parlé un peu tout à l'heure. Toujours, tous les jours, j'avais une petite voix qui me disait, mais c'est pas pour toi. En fait, je pense que celle-là, elle est très reliée justement au côté, j'ai toujours galéré dans ma vie. Et ça a toujours été, bah voilà, ma place, c'était petite fille pauvre, qui n'a le droit de rien. Moi, je demandais jamais rien, j'avais jamais rien. Et de là, de me dire, OK, est-ce que vraiment, c'est pour moi, créer du contenu, être vu, être reconnu, avoir de l'argent plus tard, même si je commençais et que je me disais, bah, je voyais les gens qui faisaient ça comme des exemples, je disais, putain, mais ils gagnent de l'argent, ils font ça. Mais c'est pas pour moi, c'est pas ma vie, ce genre de choses. Moi, ma vie, elle ressemble pas à ça. Moi, j'ai pas le droit de tout ça. Je me disais beaucoup Mmh. ça au départ, beaucoup. C'est un mécanisme intéressant, ce qu'on appelle l'introjection, c'est qu'on intègre une voix. Alors ça peut être une voix de ton professeur, une voix de la société, une voix, qui est liée au regard des autres. Donc on va l'intégrer au point qu'elle va devenir vraiment, notre voix.
Et la Mm. particularité des personnes avec ton parcours à toi, c'est qu'elles ont souvent développé une capacité à agir malgré cette voix. Donc je suis paralysée, je sais que ça va être difficile pour moi, je suis paralysée intérieurement, mais je le fais quand même. Et cette capacité-là, certes, c'est une force, hein, mais ça a un coût, c'est un coût énergétique vraiment très important. Parce qu'on va se battre sur deux fronts en même temps. Le côté extérieur, je dois prouver, et le côté Mm. intérieur, je dois me prouver à moi aussi. Ouais, j'ai bien cette capacité effectivement à aller malgré le tout. Je me suis toujours dit, une de mes plus grandes peurs, c'est la peur du regret. J'ai tellement peur de regretter. Je pense que ça a toujours été un peu le moteur. C'est j'avais peur, je me disais que j'étais pas capable, que voilà, mais tu vas le regretter. Mais imagine dans quelques années, si t'as pas fait ça, qu'est-ce que tu vas te dire? Voilà, je voulais le mettre en place parce que je me disais, si je le fais pas tout de suite, plus tard, bah, je vais m'en vouloir, quoi, de pas l'avoir fait. Donc c'est tout de suite ou jamais. Donc, je le faisais quand même. Alors tu formes aujourd'hui, Larissa, des centaines de femmes à se montrer, à prendre leur place sur Instagram. Est-ce que toi, tu te sens légitime aujourd'hui dans ce rôle, ou est-ce que c'est encore quelque chose que tu dois te rappeler? Est-ce que c'est une légitimité que tu dois encore acquérir? Maintenant, oui, je pense être légitime. Du départ, en fait, cette phrase, elle est venue aussi d'une prof qui nous avait dit, bah, heureusement que dans votre groupe, il y a un mec, parce que souvent, les femmes, elles n'osent pas se mettre au devant de la scène. On devait passer dans un théâtre devant plein de monde. Et du coup, c'est vrai qu'à ce moment-là, je me suis dit, putain, mais c'est vrai. S'il n'y avait pas, moi, je serais la première à ne pas y aller. Et c'est dommage parce que du coup, mon projet, il aurait pu se développer, mais parce que je manque de courage, enfin, du coup, on n'allait pas y arriver, quoi. Et du coup, cette phrase, elle est vraiment restée. Et quand je me suis lancée, c'était vraiment mon envie. Vas-y, on se met en devant de la scène. On va se montrer. Et je le disais pour moi, mais aussi pour les autres. Genre, on va le faire ensemble. Je pense que je l'ai tellement fait que du coup, bah, maintenant, enfin, c'est naturel. Maintenant, je me pose plus trop la question. C'est OK. Après, je pense que par période, si vraiment, selon le contexte, il se peut que ma petite voix, elle reparle encore. Non, mais est-ce que vraiment c'est ta place là? Mais j'arrive quand même à... Enfin, je me sens quand même légitime sur ça, quoi. C'est intéressant parce que c'est une légitimité que tu as totalement construite. Mm. Et au-delà de la légitimité extérieure, la légitimité extérieure, c'est les résultats, les témoignages, les chiffres, tu vois? Tout ce qui nous, ramène sur le fait que oui, on est capable, on peut le faire. Toi, il y a ce côté légitimité que j'entends, interne. Tu t'es autorisé à y arriver et cette légitimité-là, bah, elle se construit, lentement, peut-être à travers des expériences qui vont contredire le schéma que tu as pu peut-être acquérir, au début, pendant ton adolescence. On le voit souvent chez les entrepreneurs avec ton type de parcours, c'est le décalage entre les 2, la légitimité, externe, qui est indiscutable, hein, c'est les chiffres, les Mm. témoignages, ça se voit et la légitimité interne, qui des fois doit tu le dis à la fin, des fois je dois me le rappeler quand même, des fois j'ai des doutes, mais on doit Mm. toujours se le construire. Aujourd'hui, alors quand tout va bien, quand tu as des clientes, qui sont là, quand tu as tes formations qui marchent bien, est-ce que tu arrives vraiment à recevoir, à accepter que ça se passe bien en fait, à accepter, que ton chiffre d'affaires monte, à accepter de «sortir» entre guillemets de cette pauvreté que tu as pu vivre quand tu étais plus jeune? Ou est-ce qu'il y a une partie de toi qui attend que ça s'écroule, qui attend que ça ne marche pas si bien? Bonne question. Je me suis jamais trop posé cette question. Du coup, je me suis jamais trop analysée, mais je pense que oui, effectivement. À chaque fois, je m'attends quand même à ce que ça ne marche pas ou à ce que ça s'effondre. Et ça, c'est pour tout, de manière générale. Je suis très comme ça. C'est pas que j'ai peur de perdre. C'est plus, je veux m'attendre à ce que je perde. C'est comme tu disais tout à l'heure, les gens, ils Mmh. sont graves dans le contrôle. Moi, je suis une contrôle freak de ouf. Et du coup, ouais, je m'attends toujours à me dire, je préfère imaginer le pire parce que si le meilleur arrive, je serai plus contente. Et du coup, je suis toujours là à me dire, bon, bah, c'est arrivé, mais on ne sait jamais, ça peut ne plus le faire. Ah, et si jamais ça ne marche plus? Ah, et si jamais il y a quelque chose qui arrive? Et toujours, je suis en train de réfléchir à ça. Ce qui est complètement fatigant de ouf. Effectivement, ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie et ce que tu décris là, c'est vraiment l'intolérance à la sécurité. Quand on a vécu comme toi l'instabilité chronique, ça devient le fait d'être stable, de générer du chiffre d'affaires, ça peut devenir un peu suspect, un peu étrange, tu vois? Et le cerveau, on l'a dit tout à l'heure, a appris à détecter la menace. Quand il y a Mm. pas de menace, il va fabriquer lui-même la menace. Donc c'est pour ça qu'il y a ce côté vraiment très contrôle aussi que tu peux retrouver. Il va anticiper l'effondrement, il va rester sur le qui-vive et parfois,
Alors pas toujours, hein, mais parfois il peut créer inconsciemment des conditions qui va te ramener à un état familier, un état peut-être de manque, d'inconfort, parce que justement cet inconfort que toi tu as connu est peut-être moins menaçant que le bien-être le plus inconnu. Ça me parle bien. Ça me parle très bien. Si tu devais dire ce que ton business dit de toi, ce que le choix de faire ce que tu fais dit de qui tu es aujourd'hui, tu dirais quoi? Qu'est-ce que mon business voudrait dire de moi? Il y a vraiment une histoire d'instabilité, effectivement. J'ai beaucoup lutté contre ça au départ et qu'aujourd'hui, j'accepte un peu plus. Je pense qu'il y a effectivement l'instabilité qu'on se cherche et qui n'est peut-être pas positive. Mais il y a aussi le côté, ben, c'est ma manière d'être. Je trouve qu'il faut être stable dans son petit chaos. Je pense que mon business, ce serait trop ça de moi. C'est être stable dans son petit chaos et il y a des choses où sinon je m'ennuie. Et du coup, quand je m'ennuie, j'ai rien d'autre. Enfin, ça me stimule pas. Et du coup, en fait, c'est trouver le bon équilibre à l'intérieur de ces petits moments de ces moments où je suis pas stable. Mais en fait, c'est là aussi où je cherche des solutions, où je suis encore plus productive, on va dire. Mais ce qui est, je cache pas, même jusqu'à aujourd'hui, c'est difficile parce qu'il y a des périodes où je suis trop fatiguée pour le faire. C'est à faire attention entre les deux, quoi. Je retiens effectivement être stable dans ce petit chaos, ce petit chaos dont tu as besoin, puisque c'est toi qui le crée, hein, consciemment ou non. C'est un chaos dont tu as besoin. Merci, Larissa. Qu'est-ce que tu voudrais que quelqu'un qui t'écoute aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais qu'il retienne? Au final, c'est très bateau, mais quand on dit que si on a vraiment envie, on peut y arriver, je pense que c'est le cas. Malgré les circonstances, bien sûr, bon, il y a des personnes qui ont peut-être des maladies, etc., et que c'est peut-être plus dur. Mais s'il y a vraiment une envie et qu'on s'y donne, en tout cas les moyens, on se le permet, je pense qu'on peut toujours y arriver et que ce qu'on a vécu avant, ça ne définit pas. Ça, c'est un gros travail à faire que je fais encore aujourd'hui. Mais je trouve que c'est important de se dire, bah, ce que j'ai vécu, c'est pas moi, quoi. Tout à fait, tu as vécu cela, tu as évolué aussi vers une autre Larissa et c'est OK, hein, c'est normal d'évoluer. Alors ce que Larissa vient de mettre en mots dans cette interview, c'est un peu le récit de ce que ça demande aussi psychologiquement, hein, de construire quelque chose quand on part entre guillemets «de si loin». Toi, la difficulté avec la langue, la difficulté aussi d'arriver dans un pays que tu ne connaissais pas et d'arriver dans un milieu, enfin tu partais d'un milieu très modeste. C'est aussi la légitimité que tu as pu fabriquer. Elle est peut-être même justement plus solide, cette légitimité-là, justement parce que tu l'as construite. Mais elle a aussi un coût. Et ce coût-là, ça peut être, tu l'as dit en 2 mots, en quelques mots, le contrôle, peut-être l'hypervigilance, la petite voix qui te dit que peut-être ça va pas toujours bien se passer. Ça peut effectivement être énergivore. Alors, s'il y a des personnes qui sont reconnues dans ce que tu nous as partagé, Larissa, entreprendre avec cette conviction que c'est pas vraiment pour soi, hein, le fait d'entreprendre alors qu'on n'y croit pas trop vraiment, peut être intéressant de garder ça en tête, que la légitimité ne précède pas toujours l'action. Et toi, tu l'as prouvé. En fait, c'est justement l'action qui a créé cette légitimité. Et toi, tu en es vraiment la preuve vivante aujourd'hui. Si tu veux aller plus loin, abonne-toi et laisse un avis. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram pour continuer la conversation. La psy du business, là où le business rencontre la psychologie. À très vite.